Là, c'était le hamac et c'est dans la jungle, quoi. Et toi, va faire un freinage d'urgence sur la glace, tu vois. Bah, tu t'en mets une encore. À mes Macs, j'ai perdu l'étrier avant de la moto. Et je pense qu'il y a des fois, je me suis mis en danger. Il y a une fois, j'avais fait un bivouac et il y avait une meute de coyotes qui commençait à arriver autour de moi. La Ducat, je l'ai gardée 7 mois, je lui ai mis 30 000. Je sors de Oslo, j'ai les pneus cloutés, je les avais cloutés à Oslo. Puis bah, j'ai fait un tour d'Europe. Et du coup, j'ai été faire l'Amérique centrale. Les trucs un peu extrêmes, ça m'attire un peu, quoi. À ces températures-là, l'essence, elle condense. Il y a de l'eau dedans. Ce qui est dangereux là-bas, c'est les élans, là. T'as les trucs qui sont énormes. Là, c'est là où t'as toute la drogue qui transite pour aller aux États-Unis. Et tout le monde m'a dit, mais va pas là-bas, quoi. Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle interview autour du tonneau. Et cette fois-ci, je reçois Léandre, des voyages de Léandre, et je peux vous garantir que niveau road trip, je sais que t'as fait quelques trucs assez fada, dont on va parler, il y aura quelques anecdotes sympas. On a quelques armes devant nous, Léandre, choisis la tienne. Ambré. Et on démarre. Ambré, ben voilà. C'est un homme de choix. Ah bah écoute, hein, je sais pas très bien faire avec les outils adaptés. Mais... Bon alors pendant que tu nous sers, moi j'ai une première question que j'aime bien poser à chaque fois pour l'entrée en matière. Je te prie. Comment es-tu arrivé à faire de la moto? Me dis pas je suis monté dessus, j'ai eu l'équilibre. Non, c'est pas arrivé comme ça. Bah ça a commencé très petit, hein, genre à 2 ans je suis sur la moto de mon père, sur une R100 GS Dakar. Oh là là, donc énorme. ça commence très tôt. Après mes parents ils étaient dans un club de moto, enfin surtout de sidecar. Ok. Particulièrement. Ah bah encore un qui fait du sidecar. Ah bah ça le sidecar, ouais. On va en parler. Ouais, on va en parler, ouais. Donc mes parents, voilà, ils étaient à ce club de sidecar, donc on faisait du side, ça nous permettait nous de nous balader. Eux, ils avaient une moto en solo, une magnifique BMW K1100 LT, violet de Navarre. On va servir notre venez, cadreur Tony, aussi. Je vous prie. Le cadreur, il fait pas grand-chose, tout est sur trépied. Hein, mais bon, il va goûter le produit, hein, quand même. Violet de Navarre, la couleur. Violet de Navarre, ah ouais, magnifique. Pour un daltonien, c'est génial. Ah, les couleurs chez BM, elles sont folles. Bah, c'est venu comme ça. Après, il y a mon petit frère qui a une 50... tiens, Tony. Merci. Il a une petite 50 à vitesse. Ok. Et c'est lui qui m'a appris à passer le vitesse. C'est mon petit frère. Ah, ok. Voilà. Donc moi, je savais toujours pas faire de moto. À l'âge de 6 ans. Non, mais j'avais quoi? Lui, il a eu sa moto, il avait quoi? Il avait 16 ans, la petite 50. Ok. Là. Et après, bah, moi, j'avais 17, on a que 16 mois d'écart. Ok. Et en fait, un coup, on a été sur un parking et puis il m'a appris à passer les vitesses. Donc sur les deux, vous êtes tombés dedans par la famille direct, quoi. Bah ouais, on a quand même été un peu dedans assez rapidement. Trop bien. C'est vrai. Bon, et ben trinquons à ça. Allez, en famille de motards. Ouais, et toi, comment? Voilà, ça sera une longue histoire. Non, ça sera une histoire très courte et inintéressante, donc je la garderai pour plus tard. Tiens, Tony. La question qui vient après, c'est du coup, tu passes ton permis classique, je suppose. Alors moi, c'était particulier parce que, comme tu le sais, j'étais dans l'armée, moi, à 18 ans. Okay. Voilà, j'étais dans l'armée, dans la marine nationale précisément. Donc j'étais souvent absent, souvent en mission. Et il y a un moment où j'ai été à terre une petite période là, et pendant cette période-là, j'en ai profité pour passer mon permis voiture, et aussi dans la foulée le permis moto. D'accord. Mais j'ai dû poser même des permissions pour passer les permis, tu vois. Donc c'était vraiment une priorité. Ouais, c'était à un moment donné, t'en as marre de dépendre des potes et tout, et la moto, je voulais le faire, mais j'ai eu vraiment la voiture avant la moto, et j'ai eu la moto après dans la foulée, et j'ai eu mon permis à 21 ans. Tu vois, j'ai eu assez tard mon permis. Okay. Donc il y en a plein, ils l'ont plus tôt. John, il l'a eu plus tôt, par exemple. Ouais, il y en a qui l'ont eu juste au 18 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Donc moi, je l'ai eu à 21 ans. Et alors après, dès que j'ai eu le permis, alors là, c'était... Un peu n'importe quoi comme ce qu'on voit là par exemple. Ouais, c'est-à-dire que le gars, au lieu de venir en fourgon pour se taper 6 heures de route, comme il voulait faire le Ventoux le lendemain, il s'est dit, bah non, mais ça... Non, mais... Comme je disais, c'est un conflit interne. La route pour descendre chez toi, elle est bien. Oui. En fourgon, c'est gâché. Ah bah oui, c'est que de la diagonale, enfin c'est que des petites routes, quoi. Et là, tu prends une barre en alu, tu fais 2 trous et tu fixes un vélo, une sangle et c'est réglé. C'est parfait. Et puis ça va pas gêner sur la route, c'était nickel. Bah non, si t'équilibres bien et puis vu comment c'est fait, la moto bouge avec, quoi. Hein. Voilà, c'est comme quand tu charges sur la remorque. Ouais, non, donc... Ce qui veut dire que utile à l'agréable, ce soir tu prends des calories, demain tu les perds dans le Ventoux. Je vais tout cramer dans le Ventoux. J'espère arriver en haut, hein, mais... Ne gêne pas les motards par contre. Ouais, sinon c'est ton conflit interne, il va pas savoir sur qui... Ah, dans la descente, je vais essayer d'en pourrir un peu. Ça, c'est le but. Tu veux des sliders? Ah non, non là-dessus. Non, parce qu'il faut les me porter dans la montée, les sliders aussi. Ah oui, tu vois, ça va être gênant. Chaque gramme compte. Ouais, d'ailleurs, j'en prends un peu là, tu vois. Ma première moto, c'était une Ducati 600 Mostro. Wow, ouais, ma toute première moto. Et quand je l'ai eue, mais dès que je sortais du boulot, je débauchais et tout, j'allais direct faire de la bécane. Et jusqu'à ce qu'il fasse nuit.
Enfin, j'étais vraiment... J'étais mordu du truc, quoi. La Ducati, je l'ai gardé 7 mois, je lui ai mis 30 000, pour te dire. Voilà. Ouais. Donc moi, il me disait, ouais, Ducati, pas fiable. Bon, au début, il y a eu des petits soucis, quand même. Hein. Genre, je mettais les clignotants, ça klaxonnait sous la pluie. Ah, c'est pas mal, ça. Des soucis de carbu, mais bon, rien de trop grave, quoi. Okay. Et puis, ouais, cette bécane, moi, j'ai kiffé, quoi. Je la trouvais géniale, je la trouvais puissante, alors que c'est une merguez, ça fait 50 chevaux. Ouais. Mais la partie ci que j'aimais bien, bah après c'est la première moto, quoi. Oui. Mes potes, ils me voyaient arriver avec ça, ils disaient putain, mais qu'est-ce que tu fous avec ça, quoi. Bon après, ça dépendait des groupes de potes. J'ai un autre groupe de potes où eux, ils roulent que sur des merguez. C'est vraiment le concept, tu vois, des vieilles BM ou de la Harley et tout, et on roule avec ça. Donc moi, j'étais un petit peu ils m'appelaient le dépressif bolognier, tu vois. J'étais le seul en italienne. Ils étaient tous en flat quasiment. Okay. Et bon, on se tapait des road trips, on partait sur les week-ends. Ah oui, déjà un road trip alors. Ouais, mais des petits trucs sur un week-end et tout. Hein. Okay. Après, vraiment, mon premier road trip, moi, j'ai vendu la Ducati et après, j'ai acheté ils me saoulaient avec leur BM, j'ai acheté une BM et la seule qui était dans mon budget, c'était la Funduro 650. Oui. Trop moche. Elle est trop moche. Je vivais à Toulon. Rotax, non, ouais, c'est ça, ouais. Après, c'était une très bonne moto, hein. Mais franchement, je me garais à Toulon, je laissais les clés dessus. Pas... Ah bah oui, non, mais pas. Même aujourd'hui sur le bon coin, c'est dur de la faire partir. Ça commence à être recherché. En mode utilitaire, c'est une bonne moto. Donc bah, j'ai pris ça et c'était mon premier trail pour le coup. Ouais. Et j'avais une expérience zéro en tout terrain. J'avais juste fait du VTT un peu comme tout le monde, hein, mais c'était pas ouf, quoi. Okay. Et puis bah là j'ai commencé à aller dans des petits chemins roulants avec pour rigoler. Donc très vite le tout-terrain alors. Ouais, puis sans cours, sans rien, vraiment trop. Moi je suis trop à l'arrache même en fait et c'est pas bon, ça m'aurait évité peut-être des fois des galères. Quelques vices. Ou alors tu vois de pas profiter de certaines situations parce que tu l'as subi et parce que t'as pas le niveau de roulage quoi. Okay. Simplement dans les chemins. Après j'ai fait mon premier road trip sur un long week-end vraiment où j'allais loin. Bah, j'ai rejoint les potes, j'étais encore dans la marine, j'étais de service et je travaillais de nuit. Donc j'ai fini le samedi du coup matin à 8h et je l'ai rejoint au Mille Vaches à l'hivernal. Oh non ouais. J'habitais à Toulon. Donc, ah oui, t'habitais pas là où t'habites maintenant. Ouais, voilà, j'ai fait Toulon-Mémac dans la journée. Je sais pas, j'ai mis 13 heures, un truc comme ça. Wow. Avec la Funduro. Avec la Funduro, j'ai eu tempête de neige, j'ai eu la totale. J'étais jeune permis, hein. Enfin tu vois, t'as pas d'expérience, t'arrives, putain, je fais quoi? Il neige et tout, t'as les bagnoles qui passent. Toi après, tu dis bon, je vais sortir de l'autoroute. J'avais pris l'autoroute parce que j'avais pas de GPS, j'avais rien. Je me dis allez, je trace, c'est bon. J'avais même pas de smartphone, tu vois, on avait encore les vieux téléphones à la con. Il y avait un pote sur deux qui en avait un. Ils étaient déjà tous bourrés, alors pour les appeler, à savoir où ils étaient, c'était compliqué. Et bien, je suis arrivé finalement là-bas. À Mémac, j'ai perdu l'étrier avant de la moto, il est sorti. J'ai oublié de mettre du Loctite, j'avais pas serré au couple, voilà, ça m'apprendra. Et ça c'est pas passé dans la roue? Non, j'avais juste plus de frein avant au moment où j'en avais besoin, c'est tout. Mais l'étrier pendait, donc après je me suis arrêté avant de rejoindre les potes à un garagiste, il m'a mis deux vis, du Loctite et terminé quoi. Et puis bah alors là, il faisait moins 10, un truc comme ça. C'est tout glacé partout. Enfin, jeune permis, tu vois, t'as pas d'expérience et tu roules là-dessus. Ton pote, il vient te chercher un ancien commando, comme ça, le gars, tu vois, 2 mètres de haut. Et en fait, il est complètement bourré. Il dit, viens, je te dis où on est. Mais en fait, il s'appuie sur toi parce qu'il a du mal à tenir debout, le gars. Donc toi, t'es comme ça et tout. T'arrives au campement et puis tu dors avec lui parce qu'il est trop tard pour monter la tente, tu vois. Voilà, c'était une très belle... c'était un beau premier voyage, quoi, vraiment... Okay. Et puis tout seul en fait. Moi j'aime beaucoup partir tout seul. Là t'es tout seul et t'es en lutte quoi. Parce qu'il y a plusieurs fois, premier voyage comme ça, dans ces conditions, j'avais envie de faire demi-tour. Me dire mais qu'est-ce que je m'inflige? Pourquoi je fais ça? Donc ça a été vraiment le premier voyage. Donc là c'est pas le baptême du feu, c'est le baptême de la glace. Là c'était voilà ouais, c'était on va dire c'était un peu le début du délire de se dire ah ouais putain les trucs un peu extrêmes ça m'attire un peu quoi tu vois. Ah, voilà. Okay. Ça a commencé dans la souffrance. La graine est posée. Ouais c'était ça, la graine pouf elle est tombée et puis là il y a un baobab qui est sorti. Quand j'étais dans l'armée, je pouvais pas vraiment faire de road trip, quoi, hein, parce que les permissions, je montais voir la famille ou des trucs comme ça, donc j'en faisais pas trop. Par contre, après, quand j'ai quitté la marine... Alors là... Que se passe-t-il? Là, ce qui se passe, c'est que en fait, j'avais une reconversion professionnelle payée par la marine, et le cours que j'avais, il était 1 an après la fin de mon contrat. Donc j'avais 1 an entre deux, c'est soit je bossais, soit je pouvais partir faire un voyage. Donc j'avais de l'argent de côté, parce qu'il faut avoir la chance d'avoir ça aussi. Hein. Oui. Parce que t'en as plein, ils ont des fois des créneaux et de la latence de plusieurs mois, mais t'as pas les sous, quoi. Ouais. Donc, et puis t'as beau dire ce que tu veux, voyager à moto, même si ça coûte pas très cher quand tu fais du bivouac et tout. Mais minimum. Il y a quand même l'essence, il y a tout ça, il y a la bouffe, ça coûte de l'argent, quoi. Moi j'ai eu la chance d'avoir les conditions réunies, hein, parce que voyager c'est pas
c'est pas difficile, hein, c'est des vacances, tu vois. Puis bah, j'ai fait un tour d'Europe. Voilà, Tour d'Europe direct. Ouais. Ok. J'ai racheté le 600 XT à un pote 300 balles. Pas la Funduro du coup? Non, pas la Funduro, non. J'avais essayé le 600 XT, c'était plus rigolo comme machine. Ok. La Funduro, c'est BM quoi, efficace. Ok. Encore que ce mono-là, finalement, je l'ai réessayé après, je me dis si il était sympa quand même. C'était un bon, mais bon, le 600 XT, bon après c'est pareil, un 600 XT c'est pas. C'est pas ouf non plus. Le 300 balles, il était en... Ah, il était en kit, le truc. Ah non, il était pourri. Il était monté en supermote, enfin, il n'y avait rien de vrai, quoi. Donc moi, je l'ai remonté avec les roues d'origine, 21-18, une fourche, et après, je l'ai préparé avec un gars qu'on appelle vers la Seine-sur-Mer le sorcier du XT, Luc, pour ceux qui le connaissent. Un gars qui connaît beaucoup ces motos-là. Et en fait, pendant un mois, on a désossé la moto. On a refait le moteur à neuf, on a refait toute la partie cycle, enfin on a tout repeint. La moto elle était neuve quoi. Ah oui, ok. J'ai même dû la roder, c'est comme une moto neuve. Ah oui, t'as changé piston, tout. Ah mais tout, les roulements, tout y est passé, on a tout fait. D'accord. Et j'ai appris un peu du coup avec lui. J'avais déjà beaucoup appris avant avec un pote Guillaume, mais là avec lui j'en ai appris beaucoup. Par contre ça te rajoute un gros budget ça parce que la 1500 balles de pièces. Ouais voilà c'est ça. 1500 balles de pièces parce que il a, grosso merdo, il a aimé mon projet, et je lui ai donné un billet, mais tu vois, c'était pas non plus monstrueux, quoi. Là, je suis parti avec une moto neuve faire mon tour d'Europe, et enfin voilà, je suis parti 4 mois, quoi. 4 mois, ouais, ok. Combien de bornes ça fait J'avais fait 17 000. Ah ouais, 17 000. 17 000, c'est pas énorme, hein, parce que tu peux en faire beaucoup plus. T'as fait vraiment tout le tour? T'as fait tous les pays? J'ai pas fait tous les pays, mais en gros, j'ai fait l'Italie, enfin, je me suis tapé toutes les Alpes, quoi. Tu vois, j'ai fait les Alpes, j'ai fait la Suisse, j'ai fait les Alpes autrichiennes, après la Slovénie, après Croatie, Bosnie-Herzégovine, tous ces pays-là, je suis remonté par la Roumanie et tout. D'accord. Après, pour retracer vers l'Allemagne. Et après, en fait, c'est sur toutes les étapes. Moi, j'ai eu la chance quand j'étais à Toulon. Il y avait un café polyglotte, en fait, et il y avait plein d'étrangers qui venaient pour eux travailler leur anglais, enfin leur français, et moi pour travailler mon anglais ou mon espagnol. J'avais vraiment lié des amitiés avec ces gens-là. Ah, trop bien. Donc j'ai pu aller les voir dans leur ville. Super ça. Donc j'ai été à Vienne en Autriche voir une amie, j'étais à Berlin voir un pote, en Italie aussi. Enfin, ça a été super, quoi. J'avais des points de chute comme ça. Cool. Et après, j'ai utilisé le Couchsurfing, qui maintenant est plus trop utilisé. C'était il y a 7-8 ans, c'était bien la mode encore. Ouais, c'était bien la mode, ouais. Moi, c'était pas encore à la mode quand je l'avais utilisé. C'était les débuts, alors. Ouais, c'était vraiment le début. Donc là, c'était génial. En fait, les gens étaient hébergés gratos, sans rien demander en retour. Et t'étais vraiment chez des locaux et tout. Et puis, moi, en échange aussi, j'en ai hébergé, moi, quand je vivais dans le sud, des gens qui venaient... Oui, c'était le principe du site. C'est ça, t'héberges des gens qui viennent de n'importe où. Moi, j'ai hébergé un gars qui venait de l'Ouzbékistan, tu vois. Ah oui, effectivement. Enfin, voilà, c'est pas tous les jours que tu vois un gars de l'Ouzbékistan. Comment on dit, un Ouzbékistanais? Un Ouzbek, je pense. Je sais plus. Ah ouais, c'est vachement mieux. Ouzbek, ouais. Un Ouzbek, allez, on va dire. Enfin bref, tu vois, ça a été super simple, quoi, de voyager comme ça. Là, j'avais juste un GPS. J'ai voyagé essentiellement par la route, j'ai fait de temps en temps des chemins, mais j'ai quand même fait beaucoup plus de routes. L'objectif c'était quoi? C'était de balader ou t'avais un thème particulier? J'avais pas de thème. Vraiment, j'étais à l'estime, un peu comme John avec l'histoire de sa carte, là, ce qu'il t'expliquait. Il pointait sur la carte, sauf que moi j'avais le GPS, je me dis, tiens, j'ai envie d'aller à Rome, tiens, j'ai envie d'aller là. Après, je demandais aux locaux aussi les trucs à voir, mais j'ai fait vraiment à l'arrache, j'avais rien préparé du tout. D'accord. Et après, c'est pour ça qu'on s'entend bien avec John. Hein. Je suis encore plus à l'arrache que lui. Lui, quand même, il aime bien savoir au moins l'endroit où on est à peu près, tu vois, les cartes et tout. Moi, je suis très à l'arrache, quoi. Et ce tour d'Europe, là, j'ai fini par la Norvège et la Suède. Alors, je crois que c'est là qu'on a du croustillant. Une fois, tu m'as raconté qu'il s'est passé des sacrées choses. Ouais, il se passe des trucs là-bas. Il faisait super froid. Pareil, faut s'imaginer. Hein. Je suis jeune permis, toujours. Hein. C'est pour ça que j'avais le 600 XT, parce que j'étais bridé. Ah oui, d'accord. Et ouais, j'étais jeune permis. Hein. On est en quelle année, là? J'ai eu le permis en 2013 et j'ai fait mon voyage en 2014. D'accord, donc il y a 10 ans. C'est ça, là, il y a 10 ans. Ah oui, donc on est à 10 ans, on est dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est pas dans les années 90 ou 2000. Ouais, c'est ça. Mais t'es pas vieux, toi, en plus, je suis con. Ouais, toi, t'as plus de cheveux blancs que moi. Oui, largement, c'est pour ça que je mets une casquette. Surtout qu'en plus, je peux pas les couper depuis 2 mois, tu vois. Donc... Moi, j'en mets pas, mais apparemment, il y a des gars, ils disent que mes cheveux, ils sont bizarres ou je peux porter des trucs dessus, tu vois. Ah, John, tu nous regardes. Ouais, c'est ça. Il va y avoir le retour. Alors ils sont très bien, ces cheveux, là. Ah, ils ont l'avantage d'être là. Ils sont là, voilà. Il y en a, ils ont pas ça. Donc, c'est vrai. Moi, je les ai encore, mais c'est qu'ils sont trop longs et non présentables en l'état. T'avais calculé les saisons?
Parce que 4 mois, alors si, moi je voulais arriver en hiver là-bas. En fait, avec un pote, j'avais vu la vidéo de Lolo Cochet quand il était parti avec Serge se faire le Cap Nord là. D'accord. Sauf que bon, il y avait des trucs que j'avais pas trop compris, tu vois. Enfin, je suis vraiment trop à l'arrache, quoi, tu vois, même un peu teubé, je pense. C'est que eux, ils avaient quand même, déjà, ils avaient un niveau de pilotage. Ça aide beaucoup dans la vie. Ils avaient les clous qui allaient bien. Bon, remarque, j'avais acheté les mêmes clous, donc ça allait, mais ils avaient une assistance, il y avait un fourgon. Tous les soirs, ils dormaient au chaud. Moi, je l'ai fait en bivouac. Et il y a des fois, les bivouacs, le matin, tu veux démarrer la moto et tu mets 1 heure, quoi. C'était kick ? Ouais, en fait, c'était une XT 3 TB, pour ceux qui connaissent le modèle, là. Et on avait, avec Luc, on avait fait usiner un carter pour ajouter un kick dessus. En prévision, justement, d'aller dans les pays froids. Ah non ! Ouais. On avait modifié ça dessus. On a fait la modif. Énorme. Et du coup, heureusement qu'il y avait ce kick. Hein, parce que alors la batterie, là, quand il fait moins 30 dehors, là, la batterie, elle est morte. Okay. Il y a autre chose aussi que j'ai découvert là-bas. Mais vraiment, moi, j'ai été trop dans l'ignorance. J'étais un peu préparé, mais pas assez, quoi. Vraiment, tu vois, là, si je projette de le refaire, je vais être préparé, quoi. Enfin, oui. Puis en plus, j'ai l'avantage d'avoir le retour d'expérience. Ouais. À ces températures-là, l'essence, elle condense. Il y a de l'eau dedans. Il faut mettre de l'additif dans l'essence. Enfin, tu vois, tu découvres des choses au fur et à mesure. Donc eux, ils vivent comme ça, là-bas ? Eux, ils mettent de l'additif dans leur essence, quoi, simplement. Okay. Ou après aussi, ils branchent leur voiture et en fait, t'as des résistances dans les carters qui chauffent le moteur toute la nuit. Mais ils mettent quand même l'additif dans l'essence parce que le réservoir, lui, il est beaucoup plus loin. Okay. Donc eux, au moins, ils ont l'huile qui monte en température et tout. Moi, il y a des fois, j'ai dû foutre des braises sous la moto pour faire monter en température l'huile. Pour pouvoir démarrer, quoi, tu vois, parce que l'huile, elle est tellement... Pourtant, j'avais vidangé, j'avais mis de l'huile hyper fluide et tout, mais à ces températures-là, laisse tomber. J'avais mis une plaque devant le moteur, parce que c'est un refroidissement à air, pour pas qu'il refroidisse. Je voulais qu'il monte en température. Ah bah oui, sinon c'était l'inverse. Sinon il marche pas. En plus, ça va pas, tu peux l'abîmer. T'arraches tout quand tu fais ça. Et j'ai bien fait parce que le moteur, il avait rien, tu vois, après, au retour. Hein. Il avait rien du tout. Mais j'ai passé des heures et des heures à essayer de démarrer cette moto. Au kick, du coup. Au kick. Okay. Et puis là, en plus, je bivouaquais, je me perdais dans les bois pour me trouver un truc. Pas de téléphone encore ou... Si, j'avais un téléphone, hein, mais ouais, c'était... Mais c'est vrai, tu vois, là, quand j'ai écouté celui de l'or où ils avaient une balise InReach, moi, vraiment, je pense qu'il y a des fois, je me suis mis en danger, tu vois. Bêtement, quoi. Après, c'est heureusement que je sais improviser, je stresse pas dans des situations de merde, donc je m'en sors toujours. Et puis surtout, j'ai pas eu de grosses galères finalement. Hormis la moto qui veut pas démarrer. Après, il y a des nuits où j'ai vraiment très mal dormi, où j'ai eu froid. Genre, là, c'est moins 30 comme t'as dit, ou c'est plus que ça ? Non, t'as moins 30, ou si peut-être j'ai dû aller à moins 35, j'avais pas vraiment de thermomètre sur moi. En fait, je voyais les températures quand je passais à côté des stations et je voyais la température qu'il faisait dehors. Alors attends, moi, il y a une hivernale avec Tony, on a eu moins 14 à Vassy-en-Vercors. Ça s'est bien passé avec le... Enfin, si, toi aussi. Ouais. Vous avez eu froid, mais moi j'avais le gros duvet Snug Pack, un continu militaire, là, voilà, mais c'est pas très cher, mais c'est quand même très correct. Mais là, à moins 30, moins 35, c'est un matos de fou qu'il faut, non ? Bah là, ouais, j'avais un bon gros duvet, j'avais un sac à viande en plus, j'avais... Après, moi, ce qui m'a eu, c'est le matelas, il était pas assez... Le RV Vialou du matelas, il était pas assez ouf. Du coup, j'avais froid par en bas. Et t'avais pas genre la couverture de survie, comme ils disent, là, tu sais, dessous pour isoler? Bah, j'avais mis ça, j'avais mis mes fringues de moto, enfin, je m'étais mis une couche, hein, tu vois, pour essayer de dormir. Et puis finalement, après, je me dis, j'arrête là, et parce que c'est dangereux. Clairement, en fait, c'était dangereux. Et après, j'ai essayé de chercher des logements en dur. Ça coûte très cher là-bas. Et le couchsurfing, il marchait pas très bien. Enfin, il y avait quelques personnes qui le faisaient, mais c'était pas ouf. Donc le but était de monter au Cap Nord. J'y suis pas allé, j'ai pas réussi à y aller. Je suis tombé plein de fois sur la glace, jeune permis. Et au début, je sors de Oslo, j'ai les pneus cloutés, je les avais cloutés à Oslo. Je sors de Oslo, et là je roule, et c'était un bout droit comme ça. D'un coup, la glace apparaît sur la route, et là, j'étais à 80, je dis, je reste à 80, je fais... Putain, c'est nickel, ça bouge pas. Donc je roule. Premier virage. Oh putain, je m'en mets une. Mais c'est pas ça, c'est que moi j'y étais, je me dis c'est bon, ça tient quoi, tu vois, j'y vais. Oh non. Non mais jeune permis, tu vois, pas d'expérience. T'as pas essayé de sonder ce que donnent les clous quoi au début? Bah pour moi, ils tenaient en ligne droite, donc c'était bon, tu vois. C'est toi qui les poses comme on voit des fois. À la visseuse. À la visseuse, ouais. Ouais, en fait, ils te filent un embout et là-bas, ils m'avaient prêté une visseuse. J'avais croisé des Norvégiens à Oslo. En fait, j'étais arrêté dans un café. Et il y a un gars qui rentre dans le café et qui vient il vient me voir direct et il me dit en anglais qu'est-ce que tu fous à moto.
Et après il me dit mais tu dors où ce soir? Je dis j'en sais rien. Il me dit c'est bon, cherche pas, tu viens avec moi. Oh. Et en fait je suis arrivé, c'était un gros truc de biker. Il y avait un putain de hangar de ouf. Énorme. Et il y avait des Harley, il fallait monter, il y avait une grue pour monter les motos à l'étage. Donc ils m'ont monté la moto avec la grue. Et parce qu'il y avait l'atelier là-haut? Il y avait l'atelier là-haut. Et t'avais des Harley, mais des beaux trucs quoi. Il y avait des Chauvel, des Panen, des Knuck. Wow. Il y avait un 1200 Sportster qui était en 2 litres. Et en fait l'hiver, le gars il refait l'embrayage parce que le moteur est tellement patate qu'il éclate l'embrayage. Ok. Et qu'il fait beau quoi. Et du coup ils m'ont hébergé, donc j'avais un atelier, c'était super pratique quoi. Bah ouais. Foutre les clous. Ça s'est fait en 2-2. Et eux, ils savaient faire, ils roulent peut-être pas du tout. Non, ils roulaient jamais. Non, c'est pour ça, ils m'ont dit nous, on roule même pas l'hiver, quoi, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous? Ou même, il y avait plein de bagnoles ou de camions que je croisais. Ils me faisaient des appels de phare parce qu'ils pensaient que j'étais une bagnole avec un feu éclaté, tu vois. Et après, quand ils voyaient que c'est une moto, genre. Ils se foutaient dans un arbre. Bah non, pas loin, tu vois, mais. Et puis j'y étais, c'était au mois de décembre, les journées elles sont super courtes. Alors attends. J'étais à 4-5 heures de soleil par jour. Quand on était allé un mois de janvier ou février avec Sophie à Stockholm, je crois qu'à 16h il faisait nuit. Donc toi tu devais être encore. Ah ouais, bah c'était plutôt que ça, encore. 15h. C'était plutôt que ça, ouais. Ça c'est chaud psychologiquement parce que ton cerveau il comprend rien, tu te dis j'aurais pas faim, en fait tu commences ça décale. C'est bizarre et puis après tu sais que voilà, t'as 4-5 heures de créneau pour rouler. Ouais. Et après il va faire nuit, j'ai roulé un peu de nuit quand même. Ouais. Ah putain c'est... Bah puis ce qui est dangereux là-bas c'est les élans là, t'as les trucs qui sont énormes, ils traversent la route, les trucs ils te regardent. Il n'y a pas des passages élans non? Non mais tu vois les trucs ils te regardent un peu genre qu'est-ce qu'il fait là, il est en plein milieu de la route et toi va faire un freinage d'urgence sur la glace tu vois. Bah tu t'en mets une encore hein. Mais je suis tombé, je sais pas, j'ai dû tomber 40 fois quoi. Putain, mais tu t'es pas blessé parce que... À un moment j'en avais marre, à un moment je tombais toujours du même côté, c'est ce côté-là. Ah. Et plus tard cette épaule s'est déboîtée d'ailleurs, je suspecte ça. Mais j'avais rien, mais à un moment j'en avais marre, j'en avais trop marre quoi. Et puis j'ai fait aller, vas-y c'est bon, c'est trop hard, t'as pas le niveau, t'es pas prêt, ça c'est dur hein. De se dire, vraiment de se faire une introspection et de se dire, bah je suis pas capable pour l'instant. Pourtant t'en avais déjà fait beaucoup. Non, j'en avais fait beaucoup, j'avais rien fait. J'avais voyagé par l'Europe, par la route, tu vois, mais j'avais pas l'expérience de tout terrain, j'avais pas tout ça en fait. Ah oui, oui. J'étais jeune permis, j'étais vraiment... j'avais fait beaucoup de kilomètres, mais j'ai jamais pris de leçons, j'avais pas fait de motocross, j'avais pas fait de trial, j'avais rien fait. Okay. Donc mon expérience, elle était pas à zéro, mais elle était pas ouf quoi. Ça veut dire que tu fais quoi? Tu dis je rentre après ou... Ah bah après je suis rentré, bon en plus entre deux j'avais appris, j'ai mon grand-père qui est décédé, donc je me dis bon, il y a trop de planètes alignées, c'est bon, okay. On écoute. Je suis redescendu à Oslo, je me suis arrêté à Östersund, j'étais au milieu. Okay. Pareil, autre erreur stratégique, je suis passé dans les terres, c'est là où il fait le plus froid. Ok. Passer par la côte. En plus, c'est plus joli. Ouais. Et en plus, les températures, elles sont beaucoup plus douces, quoi. Tu vas descendre à moins 15, moins 18. Du coup, tu vas pas taper plus de monde en plus. Plus de ouais, il y a plus de monde, c'est plus joli. Voilà, moi, par les terres, il n'y avait personne, il n'y avait rien, quoi. À Östersund, j'ai fait demi-tour, je suis descendu à Oslo. J'ai laissé ma moto chez les bikers. J'ai pris l'avion. Okay. Après, je suis rentré. Je suis resté quelques mois en France, j'ai vu la famille. Ouais. Et après, j'ai repété un câble. J'avais envie de chaud. Il me restait de l'argent. Et du coup, j'ai été faire l'Amérique centrale. Mais t'avais plus de moto? Ah oui, mais là, tu vas en prendre une là-bas. En fait, je l'ai acheté. Le plus simple quand tu fais des voyages, enfin, de ce que j'ai calculé, il y a peut-être d'autres solutions. Mais moi, le plus simple, en fait, c'était de trouver une moto là-bas, de l'acheter, de l'immatriculer à mon nom et tout, d'avoir les papiers à mon nom pour passer les frontières aussi derrière. Ah ouais, ok. Parce qu'envoyer une moto là-bas, c'était pas ouf, quoi. Alors que si tu l'achètes et tu la revends derrière, tu perds pas trop d'argent, quoi. Et tu fais ça combien de temps après être rentré de Oslo? Je suis parti au mois de mai, je pense. Ça devait être ça. Avril, ouais, avril-mai, ça devait être un truc comme ça, au mois d'avril même, je pense. Donc, tu vois, je suis rentré fin décembre. D'accord. Donc, janvier, février, mars, ouais, tu vois, je suis resté 3-4 mois en France. Ok. Et après, je me suis envolé là-bas. La chance que j'avais, c'est que j'ai une cousine qui est expatriée au Costa Rica. D'accord. Donc, j'avais un point de chute. Et ça, c'est hyper confort quand t'as quelqu'un que tu connais là-bas. Donc, après, sur Facebook, j'ai trouvé une page de vente de trucs d'occasion au Costa Rica et dans le Guanacaste, la partie où elle vit. Okay. Il y avait un Américain, il vendait un KLR 650. Oh, trop bien! Donc je me dis, allez, la moto du continent américain. Bah ouais. Le mieux, c'est de rouler avec les machines locales, mais déjà, c'était une énorme moto pour là-bas, en fait, hein, si c'est une KLR. Pour moi, c'est une merguez comme le 600 XT, mais pour eux, c'est énorme. Ah ouais. Donc j'ai acheté la moto 4000$. Ah oui, quand même? Ouais, c'est cher hein, là-bas. Hein, ah oui, quand même, purée. Mais bon, je l'ai revendu 3500$ derrière. Ah j'ai perdu 500 balles. Elle m'a coûté 500 balles pour 4 mois. Et ça va. Oui, c'est pas cher, quoi. Ah ouais, c'est le leasing le moins cher du monde, quoi. Exactement. Ouais. J'ai changé les pneus, j'ai fait une vidange.
Voilà, c'est tout, quoi. Tu vois, j'ai rien fait de plus dessus. Elle était en miles, la moto. Ça devait être... j'ai dû faire 11 000 miles, un truc comme ça en 4 mois. C'est x1,6 ou divisé par 1,6? Excellente question. Je sais plus dans quel Tony sens c'est. T'as 2 secondes pour chercher. 2 secondes. Tiens, tu peux manger du pâté pendant ce temps-là. Ouais, vas-y, tiens. Je te fais un petit casse-croûte. Sécurise. C'est 1,6. 1,6. Tiens, Tony. 17 702 km. Voilà, bien. Voilà. Bon, après, 17 702 moi, km. sur les statistiques et les données, je suis pas non plus... voilà. On est toujours à l'à peu près. Parce qu'en fait, je m'en fous des distances parcourues. Non, mais c'est clair. Moi, ce qui m'intéresse... Quasi 20 000 bornes, on va dire, là-bas. Ouais, quoi. allez, oui, on va dire. T'as bougé, t'as fait tout. T'as quoi? En 4 mois, t'as le temps de faire quoi Bah, j'ai fait le Costa Rica. Alors, je suis resté quasiment 3 semaines au Costa Rica en attendant les papiers pour la moto. Ah oui, ok. Donc, mais bon, déjà, 3 semaines au Costa Rica, j'ai de la chance. J'ai croisé, pareil, sur une page Facebook de motards costaricains. J'ai dit, voilà, je suis là... j'ai la moto, je suis bloqué 3 semaines et en fait il y avait un groupe, ils faisaient un petit road trip et je me suis calé avec eux. D'accord. Donc j'étais avec des locaux. C'était trop bien quoi, c'était trop bien. Et puis alors là, ce road trip, je l'ai fait parce qu'il faut aussi préciser une chose. J'ai fait le délire du à l'arrache le plus poussé possible. J'avais pas de carte, j'avais pas de GPS. Je demandais ma route aux locaux et le but était d'apprendre l'espagnol. Ah, bon, pour espagnol. Voilà, donc tu vois, vraiment, je l'ai fait en mode à l'arrache le plus possible. Ok. Bah, je suis arrivé là-bas et j'ai appris l'espagnol. Je parlais déjà un peu l'anglais, donc ça m'a vachement aidé parce que là-bas, ils parlent beaucoup anglais. Ils appellent le 51e État des États-Unis, tu vois, pour te dire. Il y a beaucoup d'Américains là-bas. Okay. Ouais, il y en a beaucoup qui font leur retraite ou qui se mettent à la fraîche. Donc c'était assez simple, mais j'ai quand même beaucoup plus parlé en espagnol, surtout après quand j'ai quitté le Costa Rica. Donc là, je suis resté quelques jours avec eux, on a fait un road trip, ils m'ont fait visiter le Costa Rica, c'était super. Ouais. D'ailleurs, il y a un des gars du groupe qui... 5 ans après, il s'est fait un road trip en Europe. Donc en fait, c'est pareil, parce que pour avoir une moto à son nom en France, c'était compliqué. Donc en fait, il a acheté la moto, on a fait les papiers à mon nom, je l'ai assuré à mon nom, et j'ai dit que je lui prêtais, et il a fait le road trip. Et après, d'ailleurs, on n'a pas revendu. Tu recevais les amendes, du coup? Non, il était cool. Esteban, le gars, il habite dans la montagne au-dessus de la capitale, à San José. D'accord. Et enfin, tu vois, c'est génial. Tu voyages avec un gars, il te fait visiter son pays, et après, il arrive en France. Bah, moi, je vivais encore à Toulon, je lui ai fait visiter un peu le coin et tout, et après, je lui ai dit, il faut que tu vois ça. Oui. Il était complètement fan du débarquement, donc il a été se faire les plages. Enfin là, c'est le road trip d'une vie pour un gars comme ça. C'était incroyable, quoi. De rendre l'appareil, ça a été encore mieux que de le faire avec lui au Costa Rica, tu vois. De lui rendre l'appareil. Enfin moi, ça m'a vraiment fait du bien. Oui, ça fait plaisir parce que l'occasion, elle est quand même inespérée, quoi. Bah ouais, tu dis, tu l'espères toujours. Hein, tu dis, Inch'Allah, peut-être que, tu vois. Et puis putain, ça se fait, quoi. T'es trop content. T'es trop content, en fait. Bah du coup, les papiers sont arrivés de la motocyclette, donc je vais à San José, à la capitale, je vais tout chercher. Ouais. Et après, je prends la route pour traverser la frontière et aller au Nicaragua, c'est le premier pays. Okay. Bah là, t'as changement de décor, quoi. Nicaragua, Costa Rica, direct. Ah oui, ça y est, c'est plus civilisé pareil, quoi, tu vois. Donc les passages de frontières sont longs, tu mets 4-5 heures à peu près, mais tu te balades de bureau en bureau. Après c'est pareil, t'as ceux qui sont pas officiels qui essayent de prendre un truc là-dessus, c'est un carnage. Là faut être patient, hein. Vraiment si t'es pas patient, ça peut être compliqué. Et après, une fois que t'as compris, ça va beaucoup plus vite, quoi. T'as fait beaucoup de pays là-bas, du coup? Bah, j'ai fait le Nicaragua, le Honduras, le Salvador et le Guatemala. Que des noms de cafés. Voilà, c'est tous les cafés que j'ai là-haut. Exactement, ouais. Là, c'était le hamac et c'est dans la jungle, quoi. Tu vois. Ah ouais. Ah oui, c'était à l'économie, quoi. Et puis, j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie, quoi. Et t'es pas invité des fois chez les gens? Si, des fois les soirs, tu sais, je m'arrêtais à un petit café et puis je cassais la croûte avec les locaux, quoi. Et puis ils me disaient, tu dors où? Je leur dis, je sais pas, dans la jungle quelque part, là, on verra. Mais souvent ils me proposaient de foutre le hamac dans le café quand c'était fini. Ah ouais. Donc tu dors là, eux ça les arrange à moitié parce qu'il y a quelqu'un qui reste, qui surveille presque, tu vois. Ouais. Et puis le matin, tu te réveilles, café croissant. Pas les croissants. Pas les croissants. Mais t'as le café, quoi, c'est cool. Il y a une fois, j'avais fait un bivouac et il y avait une meute de coyotes qui commençait à arriver autour de moi. Tu sais, j'avais la frontale, tu vois les yeux qui brillent un peu partout autour. On le mange ouais, pas. T'entends des bruits, genre des petits... tout ça, tu fais, putain, merde. Et puis après, t'en as un qui s'approche vraiment près, là, et tu le vois bien, c'est pas gros un coyote, hein, mais quand ils sont 20, tu fais pas le malin. C'est quoi, ça fait un bon renard? Ouais, ça fait un gros renard, je pense, ouais. Ouais, à peu près en taille. Ouais, un gros... Et ça, c'est quoi? C'est comme dans une bande, tu prends le plus gros, tu le cognes? Non, j'ai pas fait cette stratégie-là, parce que ça s'avère pas très bien. Repli. Ouais, là, c'est repli stratégique, plutôt, là. Okay. Donc, là,
Là, j'ai démarré la moto pour faire du bruit, j'ai klaxonné. J'avais commencé à accrocher le hamac, là, j'ai tout replié. J'avais une machette sur la moto, j'ai sorti la machette aussi. Et ils se sont barrés, en fait. Hein. Et le bruit, ça a marché, ça les a... Ah ouais, le bruit, ça leur a fait peur, ouais. Klaxonner, les bruits de moteur et tout. Les bruits d'explosion, quoi, ça leur a fait un peu peur, hein, parce qu'ils sont un peu chassés. Donc, pareil, hein, là, si je dormais en pleine nuit et qu'ils arrivaient autour de moi, pas fier. J'étais pas bien, quoi, tu vois, je pense. Désolé, maman. Quoi, elle était pas au courant? Bah si, ces petits trucs-là, elle le sait. Après, tu dis pas tout non plus. T'avais pas lu le bouquin de Mike Horn avant? Il allait dormir à je sais pas combien de mètres de haut dans les arbres. Mike Horn, tout ça, moi j'ai découvert après, moi, mes voyages. Et après, je me dis, mais putain, mais merde. Ça t'aurait aidé les astuces, là. Tu vois, de partir à l'arrache et dans l'ignorance, je te dis, là, juste tu te documentes un peu, tu fais 3-4 trucs et le voyage il est tout de suite plus simple. Là, l'avantage que j'avais, c'est de savoir improviser, de savoir faire des choses en mécanique sur la moto. Donc en vrai, je pouvais quasiment tout le temps me dépanner. Après, j'étais vraiment dans... Je suis presque volontairement resté dans l'ignorance, tu vois, de genre aller au Honduras. Mais tout le monde m'a dit, mais va pas là-bas, quoi. Honduras, c'est là où t'as toute la drogue qui transite pour aller aux États-Unis. Genre, t'as la V Capital, San Pedro des Sula, c'est... Enfin, là, il y a toute la drogue. Là-bas, t'entends des coups de feu la nuit, même la journée. Tu passes dans des villages, les mecs, ils sont défoncés. Ils ont les M16 comme ça, ils te regardent passer, là. À moto là, tu fais putain, tu fais pas le malin. Il bouge, on tire. Tu fais pas le malin quoi, franchement. Ouais, c'est un peu tendu là-bas, mais alors après, les gens que j'ai croisés, ils étaient super quoi. Et tant que tu traînes pas dans la drogue et tout, franchement, il t'arrive pas grand-chose. Ça a été tranquille, j'ai fait vraiment des très belles rencontres là-bas. Est-ce que c'est... Donc après ce voyage, tu l'arrêtes, c'est fini. Là, t'as bouffé beaucoup de pistes là-bas du coup. Ah oui, bah du coup, c'est là que j'ai appris le off-road. Voilà, c'est parce que c'est là où je me dis... Merci monsieur. Et à un moment donné, le gars, il fait beaucoup de off-road. Merci. Et là-bas, les routes goudronnées, il y en a pas bien. Voilà, en fait, c'est venu, le off-road est venu parce que il n'y avait pas de route. Donc j'ai dû m'y mettre. Donc au début, j'étais comme tout le monde. Je suis arrivé sur ma première piste. La roue avant, t'es à 20 km/h. Là. Du coup, t'as pas de vitesse. Tu subis tout. Ça part dans tous les sens. Tu restes assis. Tu restes assis. T'es comme... Enfin, t'es un débutant, quoi. T'es comme une merde. Et j'ai subi, quoi. Les premières pistes, j'ai subi à mort. Après, j'ai croisé des Costaricains qui étaient pas très loin de chez ma cousine, qui faisaient beaucoup d'enduro. Et en fait, j'ai été faire 2 jours avec eux. Et là, j'ai ma capacité, tu sais, de débrancher de temps en temps. Et là, je l'ai activé, mais on a fait du sable, on a tout fait. Ah oui. Mais même le KLR, j'arrivais pas dans le sable. C'est un peu lourd, un KLR, quand même. Ouais. Et l'autre, il m'a dit, non, mais prends ma moto. Il avait un 400 XR en supermoto. Bah, en supermoto. Pneu route. Et je l'ai pris dans le sable, j'ai fait... Putain, mais ça va trop bien en fait. Bon, Il n'y a pas de crampons, il n'y a rien. Mais c'est parce que la moto, moi, elle était un peu lourde et tout. Et eux, ils ont fini avec le KLR. Moi, j'ai fini avec la supermoto, les chemins et tout. Et là, paf, j'ai décoincé un truc, quoi. Tu vois, j'avais... La première peur était passée, l'appréhension des graviers, de tout ça. Tu te dis, ouais, mais en fait, putain, ça tient. Comme à VTT, quoi, en fait. Ça tient. Et après, bah, j'ai continué à le cultiver un peu, à essayer des trucs. Mais pareil, tu vois, moi, j'ai essayé des trucs en voyage. Tu vois, pas en préparation. Mais non, en fait, il faut se préparer pour aller faire ton voyage. Et moi, j'ai tout appris, j'ai tout fait à l'arrache là-bas. C'est pas bon. Il faut pas faire ça, c'est pas bien. Non, mais c'est vrai parce que... il peut y avoir des risques, quoi. Bah, connement, tu tombes, tu te pètes un truc, fin du voyage, quoi. Tu vois, c'est con. Alors que si j'avais fait quelques cours motocross ou des trucs comme ça, bon, bah, tout de suite... C'était plus facile. Donc voilà, c'est vraiment là-bas que je me suis mis au off-road et surtout j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir et je me suis rendu compte qu'on voyait des choses quand tu passes dans les chemins que tu vois pas sur la route, quoi. Tu as accès à des points de vue ou même et surtout à des gens que tu croises pas, quoi. Là après du coup j'ai fait Honduras, j'ai fait essentiellement du chemin. Il y a quelques belles routes là-bas, hein. C'est quand même bien goudronné. Mais alors dans les chemins, je passais dans des villages, les gens ils m'arrêtaient, ils me touchaient, tu vois. Fais quoi? Non, mais ils me touchaient, et après, je leur disais que je venais de France, putain, un Européen, quoi. Enfin, tu vois, c'était ouf. C'était ouf. Au début, la plupart des gens, ils étaient un peu méchants, ils pensaient que j'étais américain. Et en général, ils aiment pas trop les Américains. Et après, quand ils apprenaient que j'étais déjà européen et français, là, tout de suite... T'imprimais une carte du monde, tu dis, moi, je viens de là, c'est bon, t'es de l'autre côté, quoi. Ouais, exactement. Du coup, t'es moins dans leurs problèmes, quoi. Tout de suite, t'es loin de tout ça en fait, donc t'arrives et t'es vraiment super bien accueilli. Et nous vraiment on a beaucoup de chance en France, hein, parce qu'on est super bien accueillis dans plein de pays. Moi il y a plein d'endroits, tu vois, j'aurais pas aimé être un Américain, quoi, ou autre. C'est un peu plus compliqué, quoi. Est-ce que t'as appris bien à parler espagnol alors? Un poco, pero soy mejor en inglés que en espagnol. Ah si, también. Tu hablas un poco, si? Un poco espagnol, si. Et tout, Tony? Que dalle.
Et on dit nada quand même. Quand on part en Argentine en voyage, je me prends une appli, je dis j'apprends l'espagnol. Alors j'apprenais un tout petit peu, tu sais, des bases, et puis pendant le voyage en même temps, tu vois, donc c'était pas ouf, mais je comprenais ce qu'il disait quand on faisait les visites. Et quand je rentre, je dis ok, j'apprends mieux. Et quand on part avec Tony, du coup, dans les Picos de Europa, en Espagne, il se trouve que j'avais potassé mon truc, j'avais du vocabulaire, mais je savais parler qu'au présent. Donc je savais pas conjuguer, mais par contre, on bouffait des séries Netflix en VO. Donc tout ce qui est Casa de Papel et compagnie, tout en VO et sous-titré français par contre, mais voilà. Donc moi j'arrive là-bas, je leur parle avec l'accent, parce que j'aime bien faire le coin avec les accents. Donc tu vois, c'est genre « Donde está la biblioteca, por favor ?» Tu vois, c'est... Et la nénette te rappelle, celle au pied des picots, ça me regarde, elle me fait « Mais tu fais les gestes, t'as l'accent comme un espagnol, mais on comprend que tu parles trop mal, quoi, tu vois. » Elle me dit, mais qu'est-ce que t'es, en fait? Je suis juste un guignol qui regarde Netflix, c'est tout. Ouais, moi, j'aimerais bien m'y mettre, c'est vrai. Elle est trop bien, cette langue. Ouais, puis c'est hyper pratique quand tu voyages. Tu finis celle-là? Ah, écoute, et on va partager. Bah, si tu la préfères, nous, on en a d'autres aussi, tu vois. Ah, tu sais, je suis pas difficile, moi. Là, on a on a de la blonde pas forte, là. Mais alors, pas forte, là, tu vois. 4,5. 4,5? C'est bien, ça. Allez. Vas-y, prends. Tu devrais goûter le pâté, il est vraiment mauvais. J'ai pris Back to France. Ouais, Back to France, exactement. Enfin non, c'est Volver a Francia ou un truc comme ça, non? Et bah, je rentre après, je revois les copains, je revois la famille et j'ai... Mais par contre, là, ta XT, elle est abandonnée. Tu l'as abandonnée là-haut Ah non, elle est pas abandonnée, la XT. Ah voilà. Attends, quand même. On l'a préparé tout, la moto, hein. Elle est à la modif, faut aller la chercher. Hein. Parce qu'elle est apte à faire du off-road après. Elle est complètement apte. Donc, bon, je rentre, je passe ma passerelle où je peux passer Gros Cube aussi. Donc là, j'étais plus bridé. Donc, je prends un ticket d'avion pour aller rechercher la moto à Oslo. J'ai passé une journée pour la remettre en route parce qu'elle était dans un état. Ah bah, elle avait caramélisé là, non? Ah, c'était un carnage. Il a fallu que je démonte les clous aussi. Dans les pneus. Oui. Du coup, je l'ai descendu en mode express. Dans la journée, j'ai fait 1230 km. En XT. Puis après, je l'ai redescendu d'une traite. Et c'est mon petit frère qui l'a maintenant. C'est pas celle qui était au Maroc là? Si, c'est la même. Non, l'histoire! Ah non, mais elle c'est mort. Enfin, tu vois, elle est... elle reste dans la famille, quoi. Bah oui. Cette moto, c'est sûr. Excellent. C'est ludique, c'est rigolo. Bon, là, je l'ai reprise. Maintenant que je roule avec cette merguez, là, je me rends compte que la XT, putain, les suspensions, c'est des merdes. Ah bah non, mais rien, c'est de ressort. Hein. Ah ouais, Ils ont mis de l'huile pour dire que ça grippe pas, quoi, mais... À peu près, ouais. Donc là, le truc à faire dessus, c'est de lui claquer une bonne fourche. Sinon, c'est la moto. Là, il était dans les dunes avec mon petit frère. Il s'est amusé, quoi. Il faisait des ronds partout. Bien. Et même moi, je l'ai prise dans le sable, là, quand il s'est mis une gamelle, là, je lui ai récupéré. Il était passé devant. Du coup, la moto, le guidon était tordu, la pédale, elle était enroulée. La pédale de frein arrière, j'avais plus de frein arrière dans le sable. C'était drôle. Donc j'ai roulé dans le sable comme ça. Oh bordel. Celui était dans un pick-up et on l'a amené à un endroit un peu plus safe parce que celui-ci s'était déboîté l'épaule. Ah oui. Ouais. D'accord, bien. Il l'a remise, son épaule, comme Mel Gibson, tu vois. Ouais. Elle était pas trop déboîtée, mais un peu quand même, tu vois. Puis bah après, on s'est mis tranquille à l'auberge et puis bah... Là, c'est vrai qu'on rebascule tout de suite sur le Maroc, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu de... Ouais, on a dit, je rentre en France, je récupère la moto, elle a mon petit frère. On en est là. Ouais, parce que là, tu vois, on a fait un saut de 10 ans, là, d'un coup. Ah, là, on a fait plus 10, exactement. Donc le petit frère récupère le 600 XT, et moi, là, j'ai le dilemme, j'ai le gros cube, je peux acheter tout ce que je veux en moto. Bon, après, le budget aussi, hein, qui dit, hein. J'avais un budget de 4000 balles à peu près. Ok. Donc il n'y avait pas grand chose. Et moi j'avais trois motos que j'avais en tête. Il y avait la Cagiva Elephant, la 900. Ouais. Il y avait la 950 KTM Adventure et la 640 Adventure. Donc j'ai pas pu essayer la Cagiva, j'ai pas pu essayer la 640. Bim. Et par contre j'ai essayé la 9,5. Et là je monte dessus, je la regarde la moto, je dis putain mais elle est tellement moche. Ah t'aimais pas? Ah non, je la trouve pas belle, elle était orange en plus, c'est les 2003 les premières, elles sont trop moches. J'aime pas le orange. mais bon, je roule avec ça. Tu veux qu'on ponce le cadre vite fait ou... C'est vide, c'est bon. Mais ouais, j'aime pas l'orange, mais bon, KTM font des motos qui me correspondent. Donc, mais quand je suis dessus, je démarre, je fais les premiers tours de roue, je fais, c'est celle-là. Enfin, tu vois, direct, je fais, putain... C'est celle que tu m'avais fait essayer, que j'ai connue. Voilà, celle que j'ai toujours, hein, d'ailleurs. Hein, elle est en cours de remontage. Oui. Elle est, parce que j'avais eu un petit accident il y a 2 ans avec. Et il faut juste que je prenne le temps de la finir, mais c'est quasiment fini. Et ouais, cette moto, je l'ai adorée, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'elle a vécu, celle-là? Ah bah elle a refait des petits bouts en Europe, elle a fait de l'Espagne, elle a fait du Portugal, elle a fait de l'Angleterre, elle a fait de l'Allemagne, de la Suisse,
Elle a fait du Maroc, elle a fait de la France. Beaucoup de France, elle a fait. Ouais, elle, pareil, c'est facile. Je l'ai achetée, elle avait 30 000. Ouais. Là, actuellement, elle est à 137 000. Ouais, donc elle a pris 100 000. Elle a pris 100 000. Ouais. mais vraiment, ce moto, tu vois, j'ai fait n'importe quoi. Normalement, tu vois, je me mets off-road, je prends un truc léger. Bah là, j'ai pris le 9,5 quoi. Et là, allez, vas-y, et je faisais plus que ça quasiment, que du off-road. Donc sur les 100 000, il y en a beaucoup dans les chemins qui ont été faits. Pour voyager, je préfère une moto légère maintenant. Ouais, ok. C'est parce que si t'es pas capable de relever ta moto, pars pas avec. C'est simple en fait. Et après, on a fait le Maroc une première fois avec mon petit frère. Lui, il avait le XT du coup. Moi, j'avais le 9,5. On a kiffé quoi, tu vois, on s'est fait le Maroc quoi. C'est trop ouf là-bas. Je découvrirai bientôt. Mais oui, et toi aussi Tony, tu verras, c'est bien. Non mais c'est super là-bas. Il y a un sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est que tu as aussi une caractéristique particulière, tu es guide. Exactement. CQP, alors je maîtrise pas très bien les termes, tu sauras mieux faire que moi. C'est certificat de qualification professionnelle de véhicules terrestres motorisés, option moto verte. Ok. Voilà. C'est ça, ça marche qu'avec des motos. Non, c'est quoi de moto en fait. Okay. Et alors dans quel objectif tu passes ce diplôme là, parce que... Bah à la base en fait c'était pour j'avais déjà mon BFA. En fait c'est le BFA, tu le passes quand tu veux faire du bénévolat dans une asso. Et moi je l'avais fait pour quand j'avais fait 2-3 trucs chez Moto Sud Organisation. C'est une école de cross et de trial. C'est hyper intéressant hein, tout ce qui est apprentissage de la moto en fait. Quand tu commences à apprendre aux gens à faire quelque chose, t'en apprends énormément en fait. Ah ouais? Ah ouais, non mais c'est un truc de ouf. Pas sur la moto, sur la méthode d'apprentissage? Non, sur la moto. Ah oui? Ah oui, c'est incroyable. Parce que en fait en voyant les erreurs des autres, tu commences à voir les tiennes, beaucoup. Et là, après, tu commences à être en mode auto-coaching, en permanence. Alors pour le CQP, ils ne demandent pas du tout un niveau de pilotage exceptionnel. D'accord. En fait, ce qu'ils demandent surtout, c'est une compétence d'encadrement sur un groupe. Et il y a aussi autre chose qui je trouve, ils en parlent pas trop dans le cours. C'est vraiment créer une dynamique de groupe aussi. D'accord. Et ça, c'est hyper important. Parce que tu peux être un super pilote, et un guide trop nul, quoi, tu vois. Tu sais pas mettre un esprit de cohésion, tu sais pas mettre d'ambiance dans ton groupe, juste tu sais bien piloter, quoi. Mais les gars, ils s'en foutent que tout le monde s'ennuie et puis ils passent pas un bon moment. Parce que c'est eux qui sont là pour rouler, c'est pas toi. Enfin, le diplôme à passer, moi j'ai vraiment passé un bon moment, quoi. C'était vraiment chouette. Ouais. Et je l'ai eu en 2022, tu vois, il y a 2 ans là déjà. C'est tout frais. Ouais, c'est à peu près là où on a dû se connaître d'ailleurs. Ouais, c'est à peu près là, ouais. Oui, pas loin. Ouais, c'est ça. Ça me permet d'encadrer des gens, tu vois. Donc quand t'es en randonnée, mais c'est pareil, tu peux pas. Quand t'as juste un CQP, tu peux pas organiser des voyages, parce que pour organiser des voyages, il faut être une agence de voyage. Okay. Donc par contre, ce que tu peux faire quand t'es CQP, c'est travailler pour une agence de voyage ou créer ta propre agence de voyage. Mais bon, pour créer sa propre agence de voyage, j'ai cru comprendre que c'était coton. Il faut prendre des risques, c'est tout. Voilà, il faut prendre des risques. Financiers. Financiers, exactement. Bah, souvent, il faut hypothéquer ta maison, par exemple. Ah oui, sympa. Voilà. La plupart des voyagistes, c'est ça. Hein. C'est pour ça que certains sont un peu deg que des gens le fassent alors qu'ils sont pas agence de voyage. D'accord. Parce que tu vois, ils n'ont pas les mêmes risques. Enfin, si, ils prennent beaucoup de risques ceux qui le font sans être agence de voyage, en fait. Si jamais il arrive quelque chose. On en parlait justement avec Yann hier. Ouais, bah voilà. Ouais. Qui, lui, a tout ce qu'il faut, il a son école, mais il disait, il y a des assurances, il y a des choses, il y a plein de trucs, et ceux qui bifurquent, contournent et tout ça... c'est moyen. Bon... Il faut toucher du bois, quoi. Bah, jusqu'à ce que tout aille bien, ça va bien. C'est ça, voilà. Et au moment où t'as un gars qui se cartonne sur ta randonnée et que le gars il va creuser un peu, bah là t'es mal, là. C'est ça. Là tu vas payer, là. Ouais. Là tu vas payer beaucoup. Donc du coup, moi, j'ai décidé de plutôt travailler pour une agence de voyage. Trail rando, voilà. Je me suis malheureusement blessé, donc j'ai rien pu faire avec eux pour l'instant. Voilà, oui, voilà, moi c'était le pied. J'ai pas encore pu faire de choses avec eux, mais voilà, c'est prévu, c'est dans les papiers, et puis je vais encadrer avec eux un petit peu, quoi. Ça va être sympa. Est-ce que tu veux qu'on parle de ton asso ou pas? Ouais, on peut en parler si tu veux, ouais. Bah, je veux bien qu'on parle des voyages de Léandre un peu. Bah vas-y, ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un concept. On n'est pas à Paris là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh non, je vais me faire cracher encore. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah là, mon gars, ouais. Ah oui, parce que tu t'es déjà fait clasher avec Paris, toi. J'ai un problème. Ah, il faut jamais mettre des gens dans les cases comme ça. Ouais, c'est ça. On vous aime, les Parisiens. Non, bah en fait, avec Stasso, le but, c'est d'organiser, tu vois, l'URT, l'Ultra Rando Trail, ou organiser aussi Elvadrouille, des petits événements comme ça tous les ans, des petits trucs qui me tiennent à cœur. Et avec les sous sur l'asso, en fait, ça va financer du rallye raid, pas que pour moi,
et pour aussi des copains. Donc ça ne sert que à ça. Il n'y a pas d'intérêt financier à la chose. Enfin, le seul intérêt, oui, c'est une asso. Enfin, je veux dire, c'est pas pour que moi je puisse en vivre, quoi. Là, moi là, tu vois, pour vivre, je fais de l'intérim et puis de temps en temps, je vais faire des trucs avec Tragrando. Voilà, ça va être ça. Il faut que tu nous expliques plus l'URT parce qu'il y a des gens qui connaissent et qui ont vu la vidéo de Matt Adventure qui en parle bien. Le concept, en fait, c'est de faire 1200 boards en 48 heures. En off-road majoritairement. En off-road, ouais, on a 70% off-road à peu près. Okay. On est sur des traces maxi trail qui peuvent devenir compliquées à cause de quand il y a de la boue, voilà. Genre édition numéro 1. Genre édition numéro 1, le lendemain d'une tempête, ouais, c'est pas ouf, quoi. Mais bon, ça s'est fait, hein. Garde Accélélor avec les GS. Ouais. Like flou. En tout cas, j'ai entendu que des gens qui avaient des retours positifs. Ouais. Et après, cool. Moi, voilà, il y a 1200 bornes à faire. Mais déjà, si t'en fais même 4 ou 500 sur les 1002, oui. Ben mon gars, t'as quand même fait un week-end à 500 bornes, quoi, tu vois, c'est pas rien, quoi. Mais c'est pas un échec, quoi. Au début, moi, quand t'as sorti ce concept, je me suis dit, oh là là, c'est de la folie, c'est pas pour moi. Et du coup, bon, les choses ont fait que j'y suis pas allé. Ouais. Et puis après, quand j'ai eu les retours de Jean-Phi, de JB, des filles, de tout le monde, enfin, il y avait beaucoup de monde que je connaissais, je me suis dit, en fait, bon, là, ça sera encore mort pour cette fois, mais... Je fais pas d'effort. Ouais, mais c'est un vrai tatouage. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Non, mais du coup, moi, je m'étais dit, je suis pas sûr de les tenir, ces 1200, tu vois. Ouais. Mais par contre, je me suis dit, on y va entre potes, et on en fait autant que possible ensemble. Exactement. Et là, tu te dis, imagine, j'en ai fait, je sais pas, même 800, tu vois. C'est énorme. Tu dis, bah, c'est énorme, ça serait trop bien, quoi. C'est énorme. Déjà. Je voyais comme ça. Bon, les choses ont changé, du coup. Ouais, mais c'est vrai que parce qu'au début, tu balances des chiffres comme ça fait peur. Mais en fait, il faut pas. Moi, tout le monde est finisher. Le but, c'est que tout le monde finisse. Oui. Même si tu fais pas la trace complète, on s'en fout. On n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans la course, on n'est pas dans le concours de Zizi, on n'est pas dans tout ça. T'es pas dans une ambiance élitiste, genre le coup du finisher, c'est pas moi, ça me ferait plus kiffer de voir des gars qui arrivent sur des merguez, des 125, des 600 XT. Des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ou même le gars qui vient avec sa dernière 1300 GS et qui est en mode vas-y, je la respecte pas, quoi. Enfin voilà, des trucs comme ça. Le deuxième événement, c'est uniquement filles, du coup ? Ouais, enfin alors c'est pas uniquement filles en fait, c'est Elvadrouille. Alors il n'y a pas encore de date, il n'y a rien qui est fixé. Je voulais le faire au mois de mai. Ah, mais on n'est pas au mois de mai là ? Exactement. Mais non, voilà, beaucoup trop court à organiser. Okay. Donc je vais essayer de voir, peut-être même pas le faire vers chez moi, vers une autre zone géographique. Et là en fait le concept, ça va être les nanas, elles viennent, elles peuvent venir avec un accompagnant. Et en fait, l'accompagnant, lui, il a sa trace, il fait sa journée tranquille. Donc le matin, tout le monde est ensemble, le soir, tout le monde est ensemble. Par contre, dans la journée, on vit pas les mêmes choses. D'accord. Donc les accompagnants font leur trace. Et nous, avec les nanas qui vont le faire, on fait un atelier pour la prise en main de la moto dans les chemins. On va faire, je vais faire des ateliers. Moi, je peux en prendre que 6 pour faire une prise en main sur une moto en tant que CQP. Ouais. Donc, je vais faire des groupes de 6. Après, il y en a, du coup, il y a un autre gars de l'asso qui va leur faire un petit stage changement de pneus ou recherche de petites pannes sur la moto. Après, un autre délire, chargement bivouac pour partir en voyage. D'accord. Enfin voilà, on a accès un peu plus sur Elvadrouille. Voilà. Ouais. Tu vois vraiment le truc qui dit. Ça veut dire qu'une fille qui ne fait pas encore de off-road et qui ça t'intéresserait, elle peut venir ? Elle peut venir, ouais. Ouais. Après, bon, il n'y a pas de location de moto, il n'y a pas tout ça. Venir avec la sienne. Venir avec la sienne ou en louer une et venir avec à l'événement. D'accord. Mais quand même, le but, je pense, c'est de venir avec la machine avec laquelle on a envie de voyager, tout simplement. Oui. Et ça permet de dégrossir. En fait, c'est simplement, tu vois ce que je disais tout à l'heure, quand je suis parti en Amérique centrale et que j'avais 0 expérience. Oui. C'est pour pas que les gens ils revivent ça, tu vois. C'est juste ça, quoi. Parce que moi, s'il y avait eu un week-end comme ça où si j'avais pu un peu dégrossir le truc, tu vois, franchement, ça m'aurait plu. Les nanas, elles sont un peu tout le temps délaissées, je trouve, pour les événements. Donc, j'ai voulu faire un truc un peu pour elles, quoi. Et puis, moi, franchement, j'adore l'ambiance sur événement avec les nanas, quoi. Il y a moins de concours de... c'est beaucoup plus agréable. Alors oui, il y a ça, mais je sais pas, ça dégage autre chose, c'est beaucoup plus fun, c'est moins prise de tête. Après, par contre, tu vois, l'URT, c'est cool d'avoir des groupes de potes qui viennent. Mais bon, regarde, on avait des nanas. Il y avait Laure Axel. Il y avait Laure Axel, il y avait Sonia, tu vois. Ah oui, c'est vrai, il y avait Sonia aussi. J'aimerais bien qu'elle vienne là, d'ailleurs. Elle va venir, regarde. On te chauffe la place. Donc ouais, voilà, avec les voyages de Léandre, en fait, ça va être de l'événement, ça va pas être du voyage, parce que je suis pas une agence de voyage, je suis une asso. Ouais. Mais ça va être plutôt de la préparation à des voyages ou des délires comme l'URT. Bon, on va répondre à la question que Tony nous pose à chaque fois, et qui nous a chuchoté de derrière, et il veut savoir comment est-ce qu'on se connaît. Alors, je t'ai appelé...
avec un GSM. Tu n'es pas belge, tu peux dire un téléphone. Je sais, ouais. Non, mais pour qu'on fasse connaissance, et puis je t'avais proposé, vu que tu cherchais un peu à progresser en off-road. À apprendre en plus. À apprendre, ouais. Et qu'on fasse un week-end, un off-road, pas très loin de chez toi, et puis moi, pas très loin non plus. Et du coup, on s'est retrouvés, on était vers. Beaujolais à peu près, ouais, ça, dans le Beaujolais à peu près. Dans du Lyonnais, tout ça. Ouais, on était dans ce coin-là, donc je t'avais dit, tu peux venir avec des copains. Coucou Tony. Il y avait Cyril aussi avec sa GS. C'est vrai, ouais. Donc, et puis là, on s'est fait un petit week-end assez sympa, et vous aviez le bon état d'esprit, et c'est vrai que ça s'est vite. Il y a une dynamique qui s'est créée assez vite, et ça, vous avez bien roulé. Tony, il avait les pneus, l'Africa Twin avec les pneus route. Ouais. Donc, moi, j'ai croisé les doigts pour la météo en me disant, putain, s'il pleut, alors là, c'est plus la même. Il t'avait demandé, ça l'inquiétait beaucoup, et j'avais fait passer la question, il voulait pas mettre des pneus, il y avait ça sur la moto, il voulait pas mettre des pneus spécialement faits pour le off-road. Oui, parce qu'à la base, il allait pas en faire, en fait. C'était pour tester, ou on sait pas trop. Ça. Et t'avais répondu, normalement il pleut pas, tant que c'est sec, viens, tu vas voir, tu seras surpris. J'ai un peu quand même fait Joker là, ce jour-là, tu vois. Et pour tous ceux qui se posent des questions sur les pneus, allez voir la vidéo qui est toujours sur ma chaîne. Et on voit à un moment qu'on est dans une descente un peu coquine, comme tu dis. Voilà, exactement. Surtout pour nous débutants. Et en fait, t'as les pneus route, Tony, et tu te poses aucune question et tu t'en rends même pas compte. Tant que c'est sec, ça va à peu près. Par contre, là, les deux seules flaques de boue. Ah là, il s'en a mis une. Il s'en a mis une, c'est sûr. Donc oui, on s'est connus comme ça avec la fine équipe là. C'est ça. C'était un bon petit week-end, c'était bien sympa. T'as su, avec ton côté guide, t'as su nous amener, enfin t'as su nous jauger, t'avais prévu des traces, mais t'as su où tu nous amenais, où tu nous amenais pas, t'as su ce que tu pouvais nous faire oser. Ouais, c'est ça. Et on était préparés, et puis voilà, ça nous a aidé à passer des trucs, on serait arrivé devant, on se serait liquéfié en fait. Sans ça avant, clairement, t'es pas bien. Ouais. Et puis t'as vu, ça y va progressivement pendant la randonnée. Tu vois, en fait, c'est ça le but aussi. Moi, je mise tout sur les traces, tu vois. Donc le but, c'est ça, c'est qu'on monte un peu crescendo, et après, on redescend sur un truc plus cool. T'es blessé, j'ai été blessé. Et en sortant de la blessure, quand ma kiné m'a dit tu peux, partiellement, qu'elle m'a dit, j'ai commencé à faire du trial. Truc que tous mes potes me disaient, Francky m'en parlait, enfin tous ils me le disaient, putain, mais fais du trial, tu vas voir, c'est génial. Le trial, c'est génial, mais vraiment. Okay. En fait, tu te rends compte que tu sais pas rouler à moto, quoi. Quand tu montes sur une trial, tu fais putain, mais en fait, je sais pas faire grand chose, quoi. Et là, sur la trial, c'est léger. La moto, dès que tu fais un truc, c'est retranscrit instantanément. Ça fait 60 kilos, quoi. Ouais. Donc c'est génial. Et là, depuis, j'ai rien fait. J'ai fait quoi, 4 matinées. C'est rien, 4 matinées. Donc t'as redébloqué des choses. Non, mais laisse tomber. J'arrive à tenir l'équilibre sur le 6,90, quoi, à l'arrêt, tu vois. Okay. À le tenir comme ça. Dans le technique, maintenant, à la moto, je l'ai bien. Vraiment, là, j'arrive à délaisser l'avant. Avant, j'y arrivais bien, tu vois, à le faire quand j'avais envie, mais là, c'est encore plus précis. Enfin, tu vois, passer les obstacles. Ouais, le pilotage, il est plus fin, tu vois. Il y a plus de progressivité, c'est plus fin. C'est moins violent. J'étais trop bourrin avant, en fait. Tu vois, avec John, on a beaucoup roulé ensemble. Hein. C'est la personne avec laquelle j'ai le plus voyagé, même, tu vois, John. Mais John, vraiment, avec lui, ça a été la bromance, tu vois. On est parti au Portugal, on se connaissait même pas, quasiment. Wow. On avait roulé une fois ensemble et on s'est dit on verra, Inch'Allah, soit on s'aime bien, soit on s'aime pas, et puis on se sépare, quoi. Ouais. Puis ça a super bien matché, et c'était cool. Et lui, c'est bien parce qu'il a un niveau qui est au-dessus du mien, donc j'ai pas mal appris avec lui. Et c'est vrai que il faut débloquer. Lui, tu vois, il a travaillé la technique, il a fait des cours d'enduro, il a fait des stages enduro, il a fait tout ça, donc il n'y a pas de miracle. Hein. Tu n'es pas avec du talent, en fait. Hein. Comme dans les sports, comme dans la musique, tu le cultives, ton talent, en fait. Il faut l'entraîner. Alors, pour info, là, c'est la minute sur la blessure. La minute blessure. La minute blessure. Oui. Tu vois, t'es blessé, j'étais blessé. On va récupérer avec le sport. On va récupérer avec le sport. Ouais. Et ça fait du bien, hein, de reprendre possession de son corps, tu vois. J'ai tellement hâte. Là, j'en peux plus. Tu vas voir. Hein, là, j'ai hâte. Normalement, lundi, je vois le chir. Ouais. J'espère qu'il va me redonner l'appui, enfin, le début de l'appui. Ouais. Et là, j'ai envie d'acheter des trucs. Je vais acheter un vélo de biking. Je veux travailler, mais je veux me remettre bien. Quoi, mais tu vas voir, ça va être mieux, même. Comme je te l'ai dit. Mais comme tu m'as dit. Comme je te l'ai dit. Hein. Moi, la première fois que j'ai couru, que j'ai pu recourir, pourtant, je savais que j'avais pas perdu ma jambe, je savais que j'allais tout récupérer. J'ai pleuré. Parce que t'es là, ça fait des mois que
t'as juste envie de... Oh putain, tu vois, je veux m'envoyer, quoi. Et là, j'ai couru, quoi. Mais laisse tomber, quoi. Émotionnellement, c'est trop fort. Enfin, tu verras quand ça t'arrivera, quoi. Ouais. Mais bon, après, on réagit pas tous pareil. Hein. Moi, je suis un fragile, tu vois. Mais moi, pire, hein. Non, mais là-dessus, tu vois, ça dépend de la perception que t'as de la chose. Mais là, moi, ça a été fort en émotion, quoi. Le fait de Et j'ai dit couru, j'ai trottiné. Hein. Oui, mais parce que là, moi, je vois déjà, ça fait 2 mois. Ouais. Et c'est ton cerveau, enfin, je sais pas comment c'est fait, c'est bizarre, mais t'oublies que tu as été libre un jour et que marcher, c'est une forme d'être libre. Et là, tu comprends les personnes qui sont en situation de handicap, en fauteuil et compagnie. Bien sûr. Et encore, moi, même si des fois j'ai eu le fauteuil, tu te lèves, tu tiens sur une jambe, et puis tu prends tes béquilles et tout le reste fonctionne. Et surtout, c'est temporaire. Et c'est temporaire. Mais quand même, dans ta tête, tu te dis, je peux plus rien faire. Ouais. Je peux plus porter mon gamin, je peux plus servir à rien. Mais à un moment donné, t'enlèves ces idées noires et tu dis non, mais ça va revenir. Et puis quand t'as les bonnes nouvelles qui vont arriver, et là, t'as qu'une envie, c'est de te remettre en forme, en meilleure forme. Ouais, le mieux c'est d'être en meilleure forme qu'avant. Là, actuellement, je suis en meilleure forme qu'avant mon accident. C'est ce que tu m'avais dit, ton entraînement de guerrier. Je me suis mis à fond, tu vois, j'ai un triathlon là fin juin, je me suis remis à avec fond. Les plaques encore dans la cheville. J'ai encore les plaques, j'ai tout, je les sens tous les jours, hein, elles sont là, elles me disent coucou, on est là. Ouais. Moi, la blessure que j'ai eue, comme toi, je l'espère, elle a été hyper bénéfique. Je veux dire, moi, je la remercie. Une suite meilleure, quoi. Mais là, je suis presque content, là, avec le recul, de m'être planté, parce qu'en fait, là, comme je continuais, c'était pas bien. Je faisais pas de sport. L'équilibre que j'avais, il était pas bon. Là, ça y est, j'ai. Tu sais qu'on va se faire pour autant tracher parce qu'on boit de la bière. C'est pas grave. Mais on le fait avec modération qui est derrière ta moto. C'est comme quand tu apprends un instrument, tu veux parler une langue étrangère. Enfin, dès que tu vas apprendre quelque chose, ou même que tu veux faire quelque chose, même si tu te dis j'ai fait qu'une demi-heure, c'est pas grave. Si tu fais une demi-heure tous les jours, même tranquille. Mais dis-toi que c'est mieux que 0. Ah, tout à fait. Bon, on fait quoi? On se la conclut là? On se fait un. Si tu veux conclure. Vas-y, je t'en prie, Tony. Tu as parlé du side du coup? Ah putain! Mais heureusement que le cadreur est là. Le mec là. Tu vois? T'as encore de la bière? J'en ai encore. Il aurait mérité là, t'as vu? Ouais, parce que là, il mérite une lampée. Tony nous remémore un sujet dont on doit parler, c'est le side. Mais pas le side apparemment version John, le side de compétition. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Alors, il s'est avéré, quand j'étais avec mon groupe de potes, là, j'avais fait des roulages en ancienne, avec un autre 600 XT que j'avais, qui était monté un peu en café racer, mes couilles et tout. Parce que c'était à la mode à l'époque. Ah oui, d'accord. Et pendant qu'on roulait, je voyais les sidecars tourner. Mais les vieux sides, tu vois, les Guzzi, les BM, tous ces trucs-là. Et mais je voyais les mecs là-dessus, je me dis, mais ça doit être super en sensation. Et un coup, il y a Fabrice, il me dit, si tu veux, tu peux essayer. Donc il m'avait proposé, je lui dis, ok, on va essayer. Et alors là, t'arrives sur un truc, t'as la BM là, t'as une planche, et t'as juste des mains courantes pour tenir. Hein. T'es pas accroché, y a rien. C'est toi qui t'accroches. Ok. Voilà. Et puis après, c'est à toi. En fait, moi, ce que j'adore avec le sidecar, c'est que c'est un véhicule qui se pilote à 2. Et c'est le seul véhicule qui se pilote à 2. Parce que le singe, il fait tourner. Et le pilote, il freine, il accélère. Bon, il faut qu'il tourne le guidon aussi. Mais si le singe, lui, il sort pas du panier ou s'il va pas sur la moto, mais le machin, il va tout droit ou il part en glisse ou il se lève. Enfin, ça fait un carnage. Ok. Et moi, je trouvais ça génial. Je me dis, putain, mais c'est un véhicule, même après, quand tu pars avec les sidecaristes, ça se pilote à 3. Parce que t'as le pilote, t'as le singe et il y a le sidecar aussi. Tu t'en sers. Parce que les châssis sont différents. Ouais. C'est artisanal, de toute façon. Tous les châssis sont artisanaux là-dessus. Ok. Donc, j'ai commencé, j'avais fait un roulage comme ça sur le circuit du Luc en Provence. Et moi, j'avais trouvé ça génial. Après, on était monté. Ah non, c'était même pas au Luc en Provence, le premier. C'était à Lurcy-Lévis. Parce que là-bas, il y a une école. Alors, l'association de sidecar s'appelle La Main au Panier. Petit jeu de mots, parce que le side à côté s'appelle un panier, donc la main au panier. Retrouvez-les sur OnlyFans. Ouais. Pardon. Alors, je sais pas s'ils sont dessus. Tu trouveras quelque chose, mais ce sera pas du sidecar. Qu'est-ce qu'il a dit, John? Il a dit que c'était un véhicule qui se conduisait avec modestie et avec méfiance. Ah ouais, exactement. C'est ce qu'il a dit. Tout le temps s'en méfier. Il confirmera, ça. Mais il y avait modestie, mais c'est peut-être méfiance en tout cas dans ce genre. Il faut tout le temps s'en méfier. En fait, du moment où tu te dis putain, ça y est, je le maîtrise, je l'ai, tu l'as pas. Eh ben, j'ai une bonne idée pour conclure. Parce que tu vois, là, on a pris l'apéro. J'ai un peu pire qu'avec John. Je n'ai rien fait, j'ai remis la braguette en place. Je suis censé le laisser ça ou... Ah, je m'en fous, je fais ce que tu veux au montage, mon gars. Alors là... Non, moi je voulais faire un truc sympa. Ici, on aime bien la bonne bouffe, on aime bien les bonnes choses de notre bon pays, tu vois. Ouais. Et quand je t'ai dit, bon,
qu'est-ce qu'on bouffe? Il va falloir une nourriture réconfortante. Ouais, bien sûr. Tu m'as répondu quoi? Croziflette. Et comme c'est ma spécialité, et Croziflette. ben allez, c'est parti. Croziflette. Parce qu'il faut des calories pour monter le ventoux, il paraît. Ouais, bah moi J'ai des j'ai trucs à des brûler. calories pour rester sur le canapé, mais bon, Non, je te mais les donnerai si tu veux. Je te les brûle pour toi. Ah on, oui. fera on fera un truc à Ok, crédit comme tu ça. t'as on eu t'es en verra. USB-C? Non, regarde, Ça, on a on un verra. câble. Alors, moi, c'est un peu Transfert. plus gros. Allez, ça suffit. On arrête là, c'est bon. Bon, allez, On se retrouve dans la prochaine interview. Et j'espère que celle-là vous a plu. À bientôt.